Mon Algérie à moi, c'est une histoire d'un franco-algérien dont je dirais que je suis 3G et que mes enfants sont 4G, puisque mon histoire d'Algérien en France, elle commence en 1919, quand mon grand-père est venu s'installer de son Algérie natale, de sa région, de son village de Kabylie, Chorfa en Grande Kabylie, à l'âge de 14 ans, pour y rejoindre son oncle qui était déjà là, et pour chercher à trouver une vie meilleure et gagner de l'argent pour aider à élever ses sœurs et son frère aveugle et donner un secours à sa mère qui était veuve. C'est aussi l'histoire de 3 générations qui ont beaucoup travaillé, puisque mon grand-père, après avoir fait sans doute les premiers métiers que faisaient tous les gens qui arrivaient d'Algérie, a très vite commencé une carrière de commerçant et a pu acheter son premier café à Paris, rue Robert-Houdin, dans le 18e, en 1929. Et où ce qui fait que j'ai coutume de dire que moi je suis un Auvergnat de Kabylie, puisque je suis issu de cette tradition-là, puisque dans ma famille, on est hôtelier depuis 3 générations maintenant, et qu'on appartient aux plus vieilles familles d'hôteliers de Paris. On a fièrement porté les couleurs de la tradition hospitalière française, bien avant d'autres gens qui sont arrivés plus récemment et qui nous expliquent ce que c'est qu'être gaulois ou français. Donc j'ai eu la chance d'avoir une transmission de mon histoire qui est pluriséculaire et de valeurs et de culture, ce qui fait que ça m'a permis d'être parfaitement serein par rapport à mon identité, et j'ai aucune difficulté sur mon identité biculturelle et sur ma bi-acceptation de ce que je suis. Je n'ai pas les tourments que peuvent connaître certains, parce que justement j'ai les références historiques, j'ai les références religieuses, j'ai les références culturelles, ce qui fait que je suis tout à fait serein avec la pluriculturalité. J'ai un attachement encore assez fort avec l'Algérie, même très très fort, puisque c'est une partie de moi-même que j'assume totalement, et je suis loyal envers les 2 pays, sans complexe, et sans que ce soit pour moi une source d'équilibrisme. Je maîtrise les 3 langues, le français, l'arabe et le kabyle, ce qui me permet d'être aussi bien à l'aise en France, quels que soient les cercles où je peux me déplacer, qu'en Algérie, où je suis parfaitement ambivalent, ce qui fait que j'ai les fesses entre 2 chaises, mais d'une manière assez confortable, avec des dossards de chaises qui sont bien rembourrés, donc je n'en souffre pas. Tu évoques le grand-père paternel dont tu as été proche. Ah oui, ça reste un modèle pour moi, parce que c'est une preuve de ce qu'on peut faire, alors qu'au début, toutes les cartes ne semblent pas être dans la main, et qu'avec intelligence, force, courage, on peut réussir, on pouvait réussir en France, que c'était possible en travaillant, en étant inventif, économe, des valeurs qui sont tout à fait kabyles. Même quand on n'a pas pu aller à l'école. Et moi j'ai le souvenir, moi j'ai un amour immodéré pour la lecture du journal Le Monde que je tiens de mon grand-père, qui n'avait pas eu la chance d'aller à l'école, mais qui avait appris à lire, à écrire, je n'ai jamais su comment, et dont je me souviens très bien quand j'étais petit, qui me découpait des petits morceaux du journal Le Monde, qui me mettait de côté, qui me donnait à lire pour que je m'instruise. Donc moi je suis tout à fait admiratif devant la mémoire de mon grand-père. Et d'ailleurs, si on devait me demander ce qu'est l'Algérie pour moi, peut-être que je ferais un petit plagiat de Pierre Dac, qui était juif et à qui on reprochait, alors qu'il était sur Radio Londres, d'être juif, et qui avait répondu que pour lui, la France, c'était un petit coin de terre d'un cimetière où était enterré son frère mort pour la France pendant la Première Guerre mondiale. Sans doute que pour moi, l'Algérie, c'est un petit coin de terre dans un petit village en Kabylie, à Chorfa, où il y a un petit cimetière avec des oliviers, mon ancêtre marabout, où repose mon grand-père et mes ancêtres, et où peut-être, probablement, j'irai reposer à mon tour. Voilà, c'est aussi ça. Et puis, c'est aussi un pays merveilleux, magnifique, que j'ai eu la chance de sillonner, aussi bien pour des voyages d'agrément qu'à l'époque où je faisais partie d'une association qui était remarquable, qui s'appelait Solimed, où on faisait des caravanes humanitaires dans le sud, où on faisait des missions de formation un peu partout dans l'Algérie, dans l'Est, dans l'Ouest.
ce qui m'a permis de mesurer la variété de ce pays exceptionnel que les gens méconnaissent et ont souvent une image caricaturale alors qu'il recèle de tant de richesses et où la population est extrêmement accueillante. Une autre chose que j'ai coutume de dire, c'est que quand on parle de la relation entre la France et l'Algérie, j'aimerais que les Français aient une relation aussi apaisée avec les Allemands que les Algériens l'ont avec les Français, car de fait, malgré les bouffées épidermiques de temps à autre, au niveau individuel, chaque fois qu'on va avec des Français en Algérie, partout ils sont très très bien reçus et très très bien accueillis, et il n'y a aucune animosité, contrairement à ce que pourrait véhiculer la doxa habituelle. Aller vivre en Algérie me poserait peu de problèmes, je pourrais y vivre tout à fait, d'autant que je l'ai déjà fait, puisque moi j'ai été jusqu'au bout du mythe du retour, puisque j'appartiens à cette génération qui a été élevée avec l'idée du retour, qui a tellement été élevée avec l'idée du retour, qu'on avait la chance dans l'école publique du 11e puis du 12e arrondissement de Paris que je fréquentais quand j'étais enfant puis adolescent, on dégageait un espace le vendredi soir pour que les petits Algériens, les petits Marocains et les petits Tunisiens puissent apprendre leur langue d'origine, l'arabe, alors que bon, moi j'étais berbère, pour être en mesure de rentrer chez eux. Ce qui me fait doucement rire quand on nous parle d'assimilation et d'intégration et qu'on dit qu'on a refusé de s'intégrer, puisqu'en fait tout était mis en scène pour qu'on ne s'intègre pas. Moi je suis devenu français sur le tard, bien plus tard, peut-être même d'ailleurs en mesurant ma part de francitude, pour faire un néologisme pas très joli, en vivant en Algérie, oui, où j'ai mesuré, j'avais une part de francitude en moi qui était quand même assez importante. Ma part de Gaulois, voilà. Donc oui, je pourrais vivre en Algérie, mais ce serait incomplet, puisque je suis les deux. L'Algérie est un pays où il y a encore un certain nombre de choses à corriger pour que ce soit un pays où on puisse par exemple vivre en toute sécurité. Il ne faut pas avoir peur de dire les choses comme elles sont. Le système de santé que je connais bien mériterait qu'on s'attache à le rendre un peu plus opérant, et d'ailleurs on reste assez étonné que l'Algérie ne fasse pas plus appel à sa diaspora, puisqu'il y a une grande diaspora de médecins d'origine algérienne en France et ailleurs, qui sont des praticiens souvent de très très grande qualité, qui se sont nourris de leur expérience dans l'immigration et qui pourraient utilement faire des retours d'expérience. Et d'ailleurs, d'une manière plus générale, si on devait faire un co-développement intelligent, les projets de coopération entre la France et les pays qui ont été source d'immigration sur sa terre devraient s'appuyer sur la diaspora, puisque c'est des gens qui ont la chance d'avoir une connaissance au moins parcellaire du pays d'origine et sans doute seraient capables de s'investir un peu plus, avec un peu plus de cœur, dans un processus de co-développement compte tenu de l'atavisme. Donc sur tout ce plan-là, il y a un énorme chantier à ouvrir qui n'est pas encore ouvert, ce dont je m'étonne toujours. En ce qui concerne le Hirak, il est venu à point nommé, puisque se déroulait en Algérie une farce tragique, indigne d'un si grand pays, d'un si grand peuple, avec un potentiel si énorme. Et donc le Hirak est venu à point nommé, puisqu'il a permis d'arrêter un processus électoral. Malheureusement, on n'a pas été jusqu'au bout, puisque c'était une opportunité de mener d'une manière pacifique un changement et une transition démocratique. Et là, il reste encore beaucoup à faire, et on voit bien qu'on n'en prend pas le chemin, même s'il faut être lucide. Je me méfie des révolutions. Comme disait Ben Bella, les révolutions sont faites par les héros et gagnées par les zéros. Et on a bien vu ce qu'ont donné les révolutions dans plein de pays. Je crois plus, moi, en tant que citoyen plutôt apaisé, à une transition démocratique qui sera forcément lente et qui mérite d'être commencée pour que l'Algérie consacre aux véritables enjeux, c'est-à-dire la désertification, le développement, offrir un avenir à la jeunesse, l'entrée dans la modernité, raccrocher les wagons du savoir et de la science. Tout ça, c'est un travail énorme à mener, qui ne peut être mené que dans un espace démocratique, qui ne sera jamais mené quand c'est animé par un gouvernement autoritaire. Ça, c'est ce qui est totalement exclu. Certains qui te reprocheraient peut-être de ne pas être visible dans ce mouvement de contestation, à ces personnes, tu peux leur répondre que tu t'engages autrement.
C'était un militant associatif de la première heure. Oui, je crois que j'ai assez payé de ma personne, aussi bien par mes écrits que par mes interventions dans les médias ou mes actions dans le cadre humanitaire. Il y a plusieurs moyens de s'engager, mais il y a un temps pour la manifestation, puis il y a aussi un temps pour la construction, et je pense que ce dont manque l'Algérie, c'est surtout, malgré l'existence de quelques collectifs qui réfléchissent, d'espace de construction. Moi, je suis plus sur un registre, honnêtement, je suis plus un intellectuel qu'un manuel. Donc, je suis plus à l'aise là-dedans et sans aucun complexe. Tu penses bien connaître l'histoire franco-algérienne? Je crois que je maîtrise assez bien le sujet, même si il y a encore un certain nombre d'ouvrages à écrire, qu'il y a certaines archives qui doivent être déclassifiées. On nous annonce que ça va être le cas. Et il y a certains pans de l'histoire de l'Algérie après 62 qui restent encore à écrire, mais ça doit être fait par des historiens algériens. J'imagine que l'université algérienne a suffisamment d'historiens, de sociologues et d'intellectuels pour être capable d'écrire cette histoire-là, qui sera très intéressant de lire. Et puis l'ouverture d'archives diplomatiques pourrait aussi nous éclairer d'une manière assez intéressante sur certains pans de la relation franco-algérienne qui sont sans doute très méconnus. Il y a déjà quelques ouvrages que j'ai lus avec plaisir. Le rapport Stora, ça fait partie de ce travail de construction d'une relation algérienne apaisée. Benjamin Stora est quelqu'un qui, pour moi, est un Algérien. Il est un peu comme nous, hein, il est un peu comme moi. C'est un franco-algérien. Il a grandi à Constance. Il est peut-être un peu plus que moi, puisqu'il a vécu sans doute plus longtemps que moi en Algérie. Il connaît mieux les arcanes de l'histoire de l'Algérie. Il est sincèrement attaché à l'Algérie. Je pense que c'est totalement indiscutable, ce point-là. C'est un historien qui est sans doute un de ceux qui connaît le mieux la question de la guerre d'Algérie. Et son rapport, c'est bien qu'il ait été fait par lui. C'est bien que Mohamed Harbi ait participé. C'est dommage que ce ne soit pas fait d'une manière qui fasse qu'on ne puisse pas dire que c'est qu'un rapport franco-français. Il aurait fallu que ce genre de rapport puisse être mené dans un cadre d'un échange intellectuel universitaire entre la France et l'Algérie, où les représentants de la France et de l'Algérie soient plus imbriqués, parce que c'est le seul moyen de construire cette relation franco-algérienne apaisée qui est indispensable pour le bien-être des deux pays, mais qui n'est pas prêt de survenir maintenant, je pense. Sur l'Algérie, j'ai aussi dans mon troisième cerveau, celui qui est tout derrière, bien caché, j'ai un peu aussi ce rapport que peuvent avoir les Juifs de France, que je comprends très bien, avec Israël. Puisque même si ils sont français, pour eux, Israël, c'est leur bouclier. Et au fond, tout au fond de moi-même, il y a quelque chose qui me dit, si jamais un jour, ça allait mal en France, si jamais un jour l'extrême droite ou un régime autoritaire qui serait un régime où les Algériens, les étrangers et les musulmans étaient malvenus, sans doute que l'Algérie pourrait constituer un havre où on pourrait toujours se réfugier et qu'il y aurait toujours pour moi une petite place dans mon village en Kabylie où je serais en sécurité. J'ai grandi avec des juifs. On a grandi ensemble souvent parce que c'était les mêmes quartiers populaires. Ils venaient des mêmes pays que nous. Je me souviens de mon père quand on était petit qui me disait souvent attention, souvenez-vous que les Juifs de France ont eux aussi été déportés. Et c'est amusant parce que j'ai un confrère qui était juif d'Europe centrale, originaire d'Europe centrale, qui m'a dit, alors que j'ai demandé le prénom de ses enfants, j'ai dit comment ils s'appellent, ils avaient des prénoms hébreux. J'ai dit mais c'est étonnant parce que vous les juifs plutôt, vous avez moins de scrupules que nous à donner des prénoms à consonance gauloise. Il m'a dit mais tu sais, moi j'ai regardé les monuments aux morts et quand j'ai vu que les petits Louis et les petites Georgettes avaient été aussi déportés, j'ai préféré leur donner des prénoms hébreux. Mes engagements sur la promotion pour l'égalité des droits, la diversité, la lutte contre tous les racismes et mon attachement quand même à défendre les plus faibles, je pense que quand on est algérien ou qu'on est d'origine algérienne, on ne peut pas aimer l'injustice et qu'on a une tendance à se révolter un peu. Je pense que c'est consubstantiel à l'ADN. Je pense que ça passe dans l'ADN, ça. Il faut remonter à Jugurtha, il faut aller chercher très très loin, je pense que c'est dans l'ADN. Et la situation actuelle dans les quartiers populaires
Et sur la question des discriminations, c'est sans doute en partie la conséquence d'une mémoire de l'immigration mal digérée, mal enseignée, mal étudiée, même s'il existe des intellectuels et des historiens comme Pascal Blanchard qui font un travail magnifique sur ces questions-là. C'est aussi la conséquence de la page de la guerre entre l'Algérie et la France qui n'est pas tournée, avec la question de la colonisation qui n'est pas encore digérée. Et il ne faut pas avoir peur, moi je suis un médecin, je n'ai pas peur de faire des diagnostics. J'ai pas peur de regarder les cancers en face, les maladies en face, les escarres en face. Donc il faut faire la même chose sur la question de la colonisation et la question de la guerre d'Algérie, qui fut une période d'une très très grande brutalité, même s'il n'y a pas eu que de la brutalité entre ces deux communautés qui ont vécu ensemble d'une manière forcée, on ne peut pas dire le contraire, mais qui font qu'aujourd'hui on est là aussi. Donc il n'y a pas eu que de la brutalité, il y a eu aussi des échanges, des apports et puis une construction d'une relation beaucoup plus riche que l'opposition. Et il y a aussi la question du développement économique en ce qui concerne la France, des quartiers populaires, du développement culturel et intellectuel. Et je pense qu'une des clés, ce sera qu'on trouve d'une part des ambassadeurs. J'ai un ami journaliste, Adil Farkan, qui parle de l'effet miroir très régulièrement. Et je pense que la France pêche sur la question de l'effet miroir. Elle ne met pas assez en avant des gens qui pourraient être, comme dans le poème de Baudelaire, des phares, c'est-à-dire des miroirs dans lesquels les jeunes qui se cherchent pourraient trouver des exemples de réussite, des exemples de gens qui sont sereins et apaisés, qui pourraient leur montrer le chemin qu'ils pourraient suivre. Et l'éducation, parce qu'il faut tirer les gens des quartiers populaires vers le haut. Vers le haut, c'est la culture, c'est l'éducation, c'est l'école, c'est l'instruction. Et il ne faut pas avoir peur d'investir sur ces chantiers-là. Et l'état dans lequel on laisse aujourd'hui d'abandon nombre de quartiers populaires où il n'y a absolument plus grand-chose, service public déserte, la police ne fait plus son métier, les enseignants font souvent un travail courageux mais sont souvent désignés par défaut dans ces quartiers, avec des moyens insuffisants parce que quand il y a un décalage, il faut mettre des moyens pour avancer. Eh bien ça peut être des pistes d'amélioration parce que rien n'est perdu, mais il faut investir dans la jeunesse, il faut investir dans l'accompagnement de l'immigration. En France, la politique d'immigration est plus que médiocre, puisque les gens viennent, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, mais quand ils sont là, il n'y a personne qui leur explique les règles, il n'y a personne qui les accompagne, et là il y a tout un travail à mettre en place. Il devrait y avoir des programmes d'accompagnement pour enseigner ce que c'est que la République, pour enseigner ce que c'est que la laïcité, parce que les gens ne savent pas ce que c'est que la laïcité, et c'est très compliqué de comprendre ce que c'est que la laïcité à la française. Même ceux qui défendent la laïcité ne le savent pas eux-mêmes, souvent, puisqu'ils ont une vision beaucoup plus extrémiste que celle d'Aristide Briand. Et là, il y a un champ sur lequel l'État serait fondé à travailler pour améliorer des relations et des situations qui sont souvent très détériorées. L'Algérie en trois mots-clés, une chanson, sans trop réfléchir. Une chanson sur l'Algérie, c'est pas possible parce qu'il y a une telle richesse dans la musique algérienne qu'une seule chanson ne suffirait pas. Alors il y a forcément les chansons de Slimane Azem que j'écoutais avec mon grand-père qui avait les larmes aux yeux quand j'étais petit dans le salon de son pavillon en Guin, forcément, et que j'écoute encore aujourd'hui. Il y a la chanson Ya Rayah qui avait été magnifiquement réinterprétée par Rachid Taha, paix à son âme. Et puis il y a sûrement un peu la Nouba que j'adore écouter. Et quand les gens pensent que la musique arabe c'est vraiment que du bruit et qu'il la pastiche, il faut qu'ils écoutent l'Andalous, il faut qu'ils écoutent les Nouba pour voir à quel point c'est construit musicalement quand on est musicophile. Si on me demandait une ville en Algérie, très difficile parce que c'est un pays qui est tellement beau, je dirais 3 villes. Je dirais au moins 3 villes. Alger, bien sûr, que je connais comme ma poche et dans laquelle j'adore me balader. Quand je vais à Alger, je marche énormément, ce que ne font pas assez les Algérois. Ma commune en Kabylie, Tizi-Ouzou avec mon village de Chorfa, forcément. Et puis le sud, le grand sud algérien que j'ai beaucoup sillonné. Et j'ai un amour immodéré pour Timimoun, qui est un des plus beaux endroits au monde. Pourtant j'ai roulé ma bosse sur pas mal de continents. Timimoun, c'est vraiment un des plus beaux endroits au monde. Et tant mieux qu'il n'y ait pas beaucoup de touristes. Je dis ça très égoïstement. Un livre?
Un livre? Ah, alors, un livre en Algérie, un livre. Alors, moi, ma découverte de la littérature algérienne, si je devais parler de la littérature algérienne, ma découverte de la littérature algérienne, c'était 1987. Je lis Le Monde des livres et on me parle d'un écrivain qui avait écrit Le Fleuve détourné et qui s'appelait Rachid Mimouni. Et ça a été ma découverte de la littérature algérienne parce que j'avais rien lu de la littérature algérienne jusque-là. Et quel immense écrivain, quel immense écrivain. On en parle peu aujourd'hui et c'est totalement immérité. Il avait une plume extraordinaire et j'ai lu tout ce qu'il a écrit et je ne peux pas non plus, même si on aurait d'autres à citer, hein, je ne peux pas non plus ne pas citer Mouloud Mamri, La colline oubliée. Je ne peux ne pas citer Tahar Djaout, Les Vigiles, Mohamed Dib. Je ne peux pas ne pas citer Kateb Yassine, avec une phrase que je cite souvent de lui, où il disait « Mourir ainsi, c'est vivre ». Je suis gériatre, donc je la cite souvent aux familles, mais ils ne savent pas qui c'est Kateb Yassine, ou pas toujours. Mouloud Ferraoui, bien entendu, que j'ai acheté à mes enfants, et que j'ai même acheté Le Fils du pauvre, pour ce goût de la culture, du savoir et de l'instruction, qui m'a irrigué depuis que je suis tout petit. Donc j'encourage tous les franco-français et les Algériens et les franco-algériens à le lire. Voilà, donc on ne peut pas résumer l'Algérie en un seul mot, en un seul morceau, c'est impossible pour un pays aussi riche. Il ne faut pas me poser la question non plus pour un seul plat, parce qu'il y a une telle palette de plats délicieux en Algérie, je dirais le couscous sibaoui, ou la rechta de Tatanaziha qui est chaoui et qui fait ça d'une manière magnifique. Voilà, ça c'est. Alors on peut pas rire.